Si vous vous intéressez à l'immobilier en Afrique, vous êtes certainement au courant de l'affaire Nawali. Donc Nawali, c'est une entreprise basée en France et en Afrique, principalement au Sénégal, qui permet à la diaspora ou qui permettait à la diaspora d'acheter des terres ou de construire leur résidence dans ces pays-là. Donc Nawali fonctionnait sur un système de tontine, bon, fonctionne toujours parce que je parle au présent parce que l'entreprise existe toujours, fonctionne sur un système de tontine qui permettait en fait de payer son terrain, de construire sa maison en payant sur plusieurs tranches avec un système de pots commun. Donc après ça, je vous laisserai aller sur leur réseau pour comprendre comment leur système fonctionnait. Donc effectivement, aujourd'hui, Nawali se trouve au cœur d'un scandale parce qu'il y a quelques mois, il y a une dame très influente sur les réseaux qui a dénoncé le fait que sa mère a souscrit auprès de Nawali un projet de construction et sa mère n'a ni vu la maison, ni vu son argent. Donc elle a fait la vidéo pour réclamer le remboursement de l'argent que sa mère a donné à Nawali. Et suite à cela, il y a plusieurs personnes qui sont sorties et qui ont aussi manifesté le fait qu'ils sont en relation conflictuelle avec Nawali parce qu'effectivement, ils ont eu soit l'argent qu'ils ont payé, ils n'ont pas vu la maison construite, soit ils ont vu la maison construite et il y avait des malfaçons sur la maison, soit ils ont eu un terrain et ils se posent des questions sur la procédure d'acquisition. Donc, suite à la vidéo de cette personne assez influente, il y a donc eu beaucoup d'autres personnes qui sont sorties et qui ont donc mis en exergue le souci qu'ils avaient avec Nawali. Et suite à cela, donc, il y a donc, comme vous savez comment ça se passe, un gros bad buzz autour de cette entreprise-là, qui aujourd'hui la met dans une situation assez délicate, assez compliquée par rapport au projet qu'elle a mené au Sénégal. Donc aujourd'hui, moi, j'écoute ça et je me suis dit en fait que déjà, il faut comprendre que dans le cas de Nawali, moi, je peux comprendre les difficultés qu'elle peut avoir. Parce qu'elle explique, j'ai suivi aussi un élément où elle expliquait pourquoi ces difficultés. C'est qu'elle a eu une coupure d'une année dans laquelle elle n'a pas pu suivre les projets de façon aussi proche qu'elle le faisait avant. Suite à ces coupures-là, donc, il y a des problèmes qui sont arrivés. Elle explique aussi qu'elle gère ça à distance, donc qu'elle a sa famille qui vit en France et qu'elle gère ses projets à distance. Donc, c'est pour ces deux éléments déjà qui ne sont pas négligeables à considérer sur l'origine de ces problèmes. Vous savez, l'immobilier en Afrique n'est pas facile. Le foncier, l'immobilier en Afrique, c'est très compliqué. Entre les problèmes administratifs, entre les techniciens véreux, entre les personnes qui te bouffent ou qui t'excroquent en croyant qu'ils font du boulot, entre le suivi que tu dois faire parce que derrière, les techniciens ne sont pas qualifiés. Il y a tellement de soucis en Afrique que gérer à distance, c'est très compliqué. Moi, je peux comprendre qu'avec des problèmes, parce que c'est des situations qu'on vit au quotidien, nous qui investissons sur le continent africain, on doit pas avoir des problèmes par rapport au niveau des ressources, même déjà qui faisaient ces projets. Après, derrière, l'immobilier à distance, surtout qu'on construit les maisons pour les gens, il y a toujours beaucoup de challenges. Donc, il faut vraiment être très bien encadré, avoir des personnes fiables si on veut réussir. Donc, en fait, elle explique un peu ce sujet-là. Vous pouvez chercher sur Internet, vous trouverez tous les éléments par rapport à ce sujet de Nawali. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on comprenne que l'immobilier en Afrique est très compliqué. Et moi, je suis certain et convaincu que le projet de cette brillante dame partait d'une très bonne intention. J'en suis convaincu. Mais après, effectivement, les aléas du terrain peuvent faire que les choses ne se passent pas comme elle avait prévu. Mais j'ai quand même été surpris de voir sa structure, en fait. Je vois qu'elle n'avait pas de contrôle, n'avait pas une maîtrise d'œuvre attitrée. Parce que normalement, quand vous construisez des maisons en Afrique, il faut toujours vous assurer que vous avez une maîtrise d'œuvre qui est censée en fait valider les travaux des entrepreneurs avant que vous les payiez. Parce qu'elle passait par des entreprises qui étaient censées construire et après payer lorsqu'ils étaient construits. Mais quand on voit les malfaçons des entreprises qui ont été payées, je me demande qui contrôlait ces travaux. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je vais vous dire en fait aujourd'hui quelques éléments à considérer si vous voulez construire votre résidence en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout, et que vous voulez passer par un tiers, par un prestataire, il y a quelques éléments qu'il faut que vous soyez certain de pouvoir maîtriser. Mais avant d'abord, ne payez jamais votre projet en entièreté. Ça, c'est le premier élément. On considère que vous avez déjà fait les plans, vous avez déjà tout le dossier administratif. En fait, vous avez toute la partie qui est à faire avant de commencer à construire. Donc, je n'entre pas dans les détails de cette partie-là. Je vais considérer que vous avez déjà tout et que vous êtes prêt à construire. Donc, premier élément, ayez un contrat avec cette entreprise qui va construire pour vous. Un contrat qui stipule bien le planning, les livrables, le devis quantitatif estimatif, combien vous allez payer, quelles sont les pénalités en cas de retard, comment vous assure le contrôle et le suivi de votre projet. Qu'est-ce qui se passe s'il ne respecte pas les délais? Comment est-ce que vous allez avoir la certitude que le plan que vous avez donné va être exécuté? Donc, c'est un contrat qui doit relater en fait tous ces points principaux pour que vous puissiez vous
vous déjà vous protéger et eux aussi se protéger vis-à-vis de vous. Par exemple, le contrat aussi va indiquer les paiements que vous devez faire, les pénalités si vous n'acceptez pas les paiements, comment est-ce qu'ils s'assurent que vous êtes au courant de ce qu'ils envoient pour pouvoir donner votre avis. Parce que quand vous construisez, ne pensez pas que vous allez complètement être à côté. Vous êtes aussi maître d'ouvrage. Eux, ils font normalement l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc, vous devez aussi suivre votre projet. Donc, tout ça, c'est un contrat qui va être ficelé, que vous devez lire et approuver avant de commencer même à décaisser le premier centime. Maintenant, quand le contrat il est fait, assurez-vous que l'entreprise avec laquelle vous travaillez a une maîtrise d'œuvre ou vous-même vous prenez votre propre maîtrise d'œuvre. Ça veut dire en fait que la maîtrise d'œuvre, en fait, c'est celui qui va contrôler les travaux qui sont faits sur le terrain. Soit l'entreprise vous dit j'en ai un et c'est cette maîtrise d'œuvre-là qui va être responsable de la qualité des travaux. Soit vous pouvez prendre une personne ou un ingénieur ou une société qui fera la maîtrise d'œuvre pour vous. Donc, c'est elle qui viendra, lorsque l'entreprise de construction dira qu'elle a fini une partie des travaux, c'est la maîtrise d'œuvre qui viendra contrôler pour s'assurer que c'est conforme par rapport au plan avant que vous décaissez. Parce que généralement, en fait, ça dépend des contrats que vous avez. Si vous avez un contrat qui est forfaitaire ou un contrat qui est par étape, vous pouvez demander à la personne qui construit pour vous qu'avant de payer ou de décaisser, il faut votre avis. Donc, ça veut dire que votre maîtrise d'œuvre vous dit, je suis passé vérifier, le travail il est bien fait, il n'y a pas de malfaçon, il y a ça, avec tout un rapport avant que vous décaissiez. La maîtrise d'œuvre et le contrôle des travaux, c'est extrêmement important. Quand je dis extrêmement important, ça dit c'est tellement important que si vous construisez à distance, sans maîtrise d'œuvre, sans contrôle, vous foutez la tête dans le mur en fait. Troisième élément à considérer en fait, c'est par rapport au coût. Il faut que vous assurez que les coûts sont maîtrisés. Il faut que dans le contrat que vous avez au départ, vous êtes certain avec l'entreprise que si vous respectez le timing, il n'y aura pas un écart de coût. Moi, j'ai eu un ami qui construisait, qui a presque terminé de construire un super projet dans l'ouest du Cameroun. Figurez-vous qu'il a construit et à la fin de son projet, l'entrepreneur lui a demandé 20 millions de francs CFA de plus. Parce qu'il a dit qu'il avait mal calculé des éléments, mal calculé le fer, le béton, le machin. Mais mon ami s'est référé au contrat parce qu'on avait travaillé dessus ensemble. Il n'a pas donné un seul centime de plus. Parce qu'il y avait un contrat qui était là avec les éléments possibles en cas d'ajustement de prix. Tout ça, c'était clair. Donc, assurez-vous d'avoir un contrat. Évitez de travailler dans des entreprises qui ne sont pas déclarées. Travaillez dans une entreprise que vous pouvez retrouver, qui a des bureaux, qui a des locaux, que vous pouvez voir physiquement. Travaillez pas avec des personnes qui sont surtout au quartier et qui n'ont pas d'aisance d'assises sociales et légales. Surtout si vous êtes à l'étranger, faites très attention. Les gens courent toujours derrière le prix, mais souvent le moins cher devient très cher. Donc, faites très attention. Donc, j'ai dit, regardez bien le contrat que vous allez signer, regardez le planning, assurez-vous d'avoir une maîtrise d'œuvre, un contrôle, et surtout, vous-même, allez voir sur place. C'est-à-dire, même si vous construisez quelque chose à distance, ne faites pas confiance aveuglément. Il faut que durant le projet, vous y allez quelques fois pour voir de vos propres yeux ce qui se passe. Et comme je dis, si vous n'êtes pas expert, faites-vous accompagner par un expert que vous allez payer. Parce qu'effectivement, il mettra une expertise pour que vous puissiez bien voir que le projet se fait de bonne façon. Et surtout, il faut que vous avez votre projet qui soit séquencé, comme j'ai dit, vous payez en différentes tranches et que le gros œuvre soit fait. Ensuite, vous faites les finitions ou les finitions, c'est là où il y a le plus grand problème. Parce que les finitions, en fait, vous savez, nos techniciens en Afrique n'ont pas vraiment la majorité n'ont pas enfin, j'appelle ça comment? Je peux appeler ça le détail. Ils n'ont pas cette qualité du détail. Donc, c'est là où vous devez aussi faire très attention, prendre des personnes qui ont cette qualité de détail pour que vous ayez des finitions qui soient convenables. Mais le plus important, c'est le contrat et le paiement en tranches. Ne payez jamais un projet en entièreté. Et troisième important, c'est le contrôle. Donc, je vais dire contrat, séquencement de paiement et contrôle et suivi de vos travaux. Ne payez pas des tranches sans que les travaux ne soient validés conformes par rapport au plan. Et assurez-vous de ce que vous avez comme recours en cas de malfaçon. C'est très important pour éviter de vous retrouver dans une situation compliquée lors de votre construction. Donc ça, c'est quelques éléments que je partage avec vous par rapport justement au cas Nawali. Si vous avez d'autres éléments que vous pouvez partager avec la communauté pour que ceux qui construisent ne soient pas dans des situations compliquées, mettez ça en commentaire. Et par rapport à l'affaire Nawali, si vous avez entendu de cette affaire-là et que vous connaissez un peu, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce sujet-là et on va se retrouver pour en parler. C'était Franck Kenya, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.